Ça se pourrait. Monument historique. Voilà, des Guatemaltèques. Bien, on construit cette écurie qui est en briques jaunes de Dunkerque, qui doit donc être sans doute 19e quand le fort est réutilisé au 19e siècle. Et on construit le corps de garde ici, qui est en pierre, et qui peut être Louis XIV, peut-être Napoléon. Ces deux choses sont construites sur l'emplacement de ce qu'on appelle des réduits. Les réduits, c'est dans une fortification, des espèces d'endroits où on peut réunir du matériel et du personnel et qui se trouvent au bout d'un rempart. Donc il y a le réduit sud au bout du fer à cheval et le réduit nord à l'autre bout du fer à cheval. Donc voilà la structure du fort. En 1840, le fort est déclassé. L'armée dit qu'il ne sert plus à rien, elle en a plus besoin, elle le déclasse. Et l'armée le donne au ministère de l'Éducation. Parce que le ministère de l'Éducation a un projet de créer un laboratoire de biologie maritime. C'est le début de la biologie maritime, donc ils veulent à Ambleteuse créer un laboratoire. Ils s'aperçoivent très vite que le fort est tout à fait inutilisable parce que les salles intérieures ne sont pas commodes. Il n'y a qu'une casemate à l'époque, il n'y a rien d'autre. Et le rempart sur lequel ils voulaient faire des bâtiments et des vérandas, il est battu par la mer, les vagues passent au-dessus, donc il est absolument impossible de tirer sur le rempart. Donc le projet est abandonné, mais le fort est échangé par le ministère de l'Éducation contre une maison qui se trouve à la Pointe-aux-Oies, un peu plus loin, pour ceux qui connaissent le coin. Un monsieur qui s'appelle Lonchetti. Le monsieur Lonchetti donne cette maison au ministère et en échange il prend le fort. Donc il va restaurer le fort qui est très abîmé à l'époque. Ceux qui ont vu le film de Bruno Dumont, Maloute, peuvent voir que dans le film on voit le fort sans toiture, sans rien. C'est l'état dans lequel Lonchetti hérite du fort. Donc Lonchetti va restaurer le fort et il va en faire une habitation. Et le fort sera habité par des gens d'Ambleteuse, des familles d'Ambleteuse, jusqu'à 1939. En 1939, c'est d'autres locataires qui arrivent, c'est les Allemands qui l'occupent et qui vont le transformer en bunker. Donc les Allemands vont couper la grande casemate en deux pour faire une dalle. Ils vont construire des bunkers sur le rempart extérieur, ainsi qu'un observatoire tout en haut. Et ils vont laisser l'inscription qui est là, ici. Là. Sur la dalle. Ouais. Ils sont à l'intérieur. Hein. Si vous parti aux toilettes là. Ma femme elle est à l'intérieur. Ouais, d'accord. Vous dites aux gens de l'accueil que c'est de ma part. Donc voilà l'inscription allemande, c'est écrit l'Angleterre sera dans le Reich, England will
Heim ins Reich, l'Angleterre sera dans le Reich, 21 août 1940, le sigle de l'organisation TOT, le O, le delta renversé et le T, et le sigle des SS. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est la signature de l'armée allemande. À la fin de la guerre, 2 mines dérivantes vont atterrir sur le rempart. Enfin, c'est ce qu'on dit, on n'a pas de preuves, on ne sait pas si c'est des mines ou des torpilles, mais le rempart est effondré en 2 endroits par des explosions. Il est détruit et la mer commence à l'attaquer. Donc ça va durer pendant 25 ans. Le rempart est attaqué par la mer, la tour risque de s'effondrer, parce que si le rempart avait cédé complètement, après la tour et tout le reste serait parti à la mer. Donc, à bientôt. À bientôt. Jean. Merci de ta visite. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Et donc, en 65, le fort est classé monument historique. Pourquoi 65, qui est une date tardive? Parce que les autres forts de Bretagne ou d'ailleurs sont classés depuis très longtemps. 65, parce qu'en 65, les protections sont encore décidées à Paris par une commission supérieure. Et à Paris, à l'époque, on estime que le Nord-Pas-de-Calais n'a aucun intérêt patrimonial. On estime qu'il n'y a pas de monument, il n'y a pas de cathédrale, il n'y a rien. Le Nord-Pas-de-Calais, c'est la mine, le charbon, la sidérurgie, le textile. Et on estime que cette région n'a pas de paysage intéressant, n'a rien. Donc, sous la pression d'érudits boulonnais notamment, le fort est quand même classé. Et il faut attendre 81 et les lois Mauroy pour que les protections soient prises en région dans les directions régionales des affaires culturelles. Il faut attendre la décentralisation pour que ça change. En 67, le docteur Béraud crée l'association des Amis du Fort d'Angleterre et l'association l'achète pour le franc symbolique aux propriétaires qui en étaient devenus propriétaires après Lonquetti. Et ce propriétaire ne savait plus quoi en faire parce qu'il ne pouvait rien faire du fort, il ne pouvait pas l'utiliser pour faire quoi que ce soit, c'est des locaux inutilisables. Il était en train de partir à la mer, donc la situation était catastrophique. À partir du moment où l'association était propriétaire, l'État a pris en charge à 100% la restauration du rempart sur des crédits dommages de guerre. Il existait encore à l'époque des dommages de guerre, c'est-à-dire des lignes budgétaires qui servaient à payer les dommages causés par la guerre. Donc le rempart est pris à 100%. Ce qui est un chantier d'1,5 million de francs, c'est-à-dire en argent glissant 1,5 million d'euros actuels, donc un gros chantier. Et à partir de là, tout se débloque, parce que nous, on commence à faire le clos, le couvert des toitures, et on peut travailler dans le fort, l'ouvrir au public, parce que dès le départ, le fort est ouvert au public. La volonté de l'association, c'est qu'il soit le plus ouvert possible. Mais toujours bénévole, c'est pour ça que les heures d'ouverture sont un peu compliquées, parce que c'est quand on ne travaille pas ou qu'on n'est pas ailleurs. Donc voilà la situation en 70, le rempart est reconstruit, le fort est ouvert, on commence les travaux. En 80, on décide de faire une opération importante, c'est reconstruire l'écurie qui est là et le corps de garde, dont il ne reste plus que les murs. Donc on monte un dossier financièrement compliqué, c'est-à-dire qu'on a 50% de l'État, on a un mécénat du Crédit Agricole, c'est l'un des premiers mécénats d'entreprise dans la région, ce n'était pas répandu comme maintenant. On a de l'argent du Conseil Général, de la commune et nous, et on fait un budget de 830 000 francs, c'est-à-dire 350 000 euros. Alors après, on va continuer. En 2010, on monte une opération qui s'appelle Finir le fort, qui consiste à réunir des tas de travaux dans une seule enveloppe pour que ce soit plus facile à monter. Et on fait un chantier de 128 000 euros, c'est-à-dire la grande toiture, la fenêtre qui est là, qu'on réouvre et qu'on restaure, et on remet le linteau qui est au-dessus en pierre, la grande pierre, et on fait des tas de travaux de maçonnerie. Ça, c'est 128 000 euros, financé moitié par l'État, financé par le Crédit Agricole à nouveau, la Fondation du patrimoine et nous. 2014, le rempart s'effondre, il faut intervenir en urgence, donc là, on monte un nouveau dossier. Là, c'est 178 000 euros, ça devient encore plus sérieux. On monte un nouveau dossier et on restaure donc le rempart, on coule un enrochement, dans la grande cuvette on met un enrochement, et l'enrochement on va le lier avec du béton prise mer et prise rapide, parce qu'il faut que le béton soit pris quand la mer remonte. Si la mer remonte sur du béton frais, tout fout le camp. Donc c'est des bétons extrêmement spéciaux, c'est l'entreprise Ramery qui a fait ça, et qui travaillait entre deux marais, et qu'il fallait choisir les petites plutôt que les grandes marées. Enfin, c'est une gestion de chantier un peu complexe. Super complexe, ouais. Très complexe.
Donc ramerie, parce qu'il faut que ça soit des marées basses dans la journée. Ouais, c'est Parce sûr. qu'aujourd'hui, la marée est haute à midi, aujourd'hui on ne pouvait pas travailler. Ouais, Donc, c'est il a vrai. fallu qu'ils choisissent les marées basses dans la journée, entre 10h et 17h pour pouvoir travailler. Et comme ça change tous les jours, c'est des fenêtres de 2 ou 3 jours. Ouais, C'est assez compliqué. C'est un calendrier de travaux compliqué. Ouais, c'est... Donc c'est Ramerie qui nous a fait ça. Ça s'est très bien passé. Et maintenant, on a monté un très gros dossier qui est important, vous allez voir à l'intérieur pourquoi. Il faut qu'on traite les infiltrations qui sont dans la terrasse supérieure et qui fuient et qui ruinent les maçonneries. Il faut qu'on remonte le pignon de l'écurie. Le pignon, c'est la partie en pointe au-dessus du mur. Vous voyez qu'il n'y en a pas du côté de la mer là-bas, il n'y en a qu'un de ce côté-ci. En 80, on n'a pas remonté le pignon côté mer. Résultat, les gens qui s'ennuient l'après-midi sur la plage prennent des galets et démolissent la toiture. Alors tous les 10 ans, il faut refaire la toiture. Pour ne pas refaire la toiture, on va refaire un pignon. Ça coûte 100 000 € quand même, cette plaisanterie, mais on sera tranquille. Et on va refaire ce mur. Donc ça, c'est un chantier de 489 000 €, 50% État, 100 000 € du département du Pas-de-Calais, 50 000 € de total. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, dans les travaux du rempart, je ne vous ai pas dit le financement, mais 50 000 € de total. Et le reste, c'est nous, souscription. Et les travaux du rempart ont été pris en charge par l'État, par Total et par le parc marin. Le parc marin nous a aidés de 40 000 €. Donc à chaque fois, il y a tout un travail d'ingénierie financière que je fais moi-même, qui consiste à trouver. Et à chaque fois, il ne suffit pas d'écrire une lettre en disant je veux des sous. C'est des dossiers épais comme ça, avec des photos, des devis, des justificatifs, des dessins techniques. On ne vous donne pas l'argent. Total, il exige une clause d'insertion, donc il faut que les entreprises disent combien de bons hommes seront en insertion sur le chantier. C'est extrêmement compliqué. Alors ce chantier-là, on n'avait pas d'architecte, mais le suivant, on a l'architecte des monuments historiques, parce qu'on est obligé de travailler avec un architecte DMH. Voilà, je crois que c'est clair pour vous. Très clair. Merci. Vous avez tout vu maintenant. Voilà, maintenant c'est Vous avez Beaucoup de choses. beaucoup de choses. Voilà. Bon ben, on va faire une visite privée maintenant. Ok, bon. En route. Bon retour, bon après-midi. En relief. Donc ici, regardez, le plafond est en béton. C'est pas les Allemands, le plafond est en béton parce que c'est un choix qu'on a fait en 80 quand on a reconçu le bâtiment, de faire une dalle de béton et des poutres en béton qui reprennent l'emplacement des poutres anciennes et qui imitent le plancher, qui imite un plancher en bois. On a gardé des planches de coffrage. C'est déjà un petit peu en route, mais c'est pas grave. D'accord. Alors, on a fait un plancher béton avec l'autorisation des monuments historiques pour se défendre contre le vandalisme. Parce que les vandales entrent dans les bâtiments par les toitures. C'est un des moyens, quand ils ne peuvent pas ouvrir une porte, ils passent sur les fenêtres et quand ils ne veulent pas ouvrir les fenêtres, ils cassent la toiture. Donc ça, c'est de la défense passive et ça nous est déjà arrivé qu'on fasse des trous dans la toiture, ils descendent, ils tombent sur le béton et ils repartent. S'ils sont fatigués, ils dorment 1 heure et puis après ils repartent. Donc je vais attendre les 2 personnes. Je vais tout expliquer l'histoire des maquettes, tu vas tout comprendre. Tu vas tout comprendre, tu vas voir. Tu vois le fort. Voilà. Donc les plans en relief. Les plans en relief, je ne sais pas si vous savez ce que c'est Louis XIV qui décide de confier à Louvois, son ministre de la Guerre, la réalisation de maquettes qui représentent les villes. Alors ces maquettes, on les appelle des plans en relief parce que ce n'est pas vraiment des maquettes, c'est des plans et sur ces plans sont figurés des reliefs. Et sur ces maquettes, on voit toujours 2 choses. On voit les fortifications et ce qu'on appelle les dehors ou la campagne. Parce que Louis XIV s'en servait dans 2 buts. Dans ces plans en relief qui existent, sont conservés au Musée des Invalides à Paris et dans la salle basse du Palais des Beaux-Arts de Lille. Il y a une dizaine de maquettes qui concernent la frontière du Nord à Lille, le reste est à Paris. Louis XIV, il s'en servait dans un but de propagande. Quand il recevait des hôtes étrangers notamment, il venait de conquérir les places fortes de Lille, du front de la Belgique, il venait d'agrandir la France. Il avait conquis, il avait repris aux Espagnols Arras et toutes ces villes. Et ça lui servait à montrer, je suis le roi le plus puissant d'Europe, j'ai toutes ces belles villes, et tout est très bien fortifié. Donc il montrait, à la galerie Versailles, il montrait les places fortes, et dans les plans reliefs, il y a tout le tour de la France, tout ce qui est fortifié. La deuxième,
chose, le deuxième but, c'était de répéter des attaques avec les militaires et de voir comment on défendait une place forte, comment on pouvait l'attaquer et là où c'était faible, comment il fallait la renforcer. Donc, ici, ce n'est pas des places fortes de Louis XIV, ce n'est pas des maquettes de Louis XIV, c'est le docteur Méraud qui a eu l'idée de faire des maquettes d'Ambleteuse pour montrer l'évolution du port, des fortifications et de l'histoire d'Ambleteuse. Donc, ces maquettes, il a pris tous les plans anciens, il les a ramenés à la même échelle, et à partir de cette échelle, il a refait 6 maquettes, il y en a 2 par là et 4 ici, 6 maquettes à la même échelle. Sur cette maquette, qui est celle de Ambleteuse après Louis XIV, on voit l'estuaire de la Slack, avec le grand méandre dans les dunes et le grand bassin ici. On voit que l'estuaire est très grand. La Slack, c'est un fleuve, parce qu'il a une source et se jette dans la mer, tandis qu'une rivière a une source et se jette dans un fleuve. Donc la Slack, même si elle est toute petite, et si il n'y a pas beaucoup de débit, c'est pas une rivière, c'est un fleuve côtier. À l'époque, il y avait plus d'eau et il y avait surtout un estuaire beaucoup plus grand que maintenant. Déjà, Jules César avait occupé cet estuaire avec sa cavalerie. Louis XIV fait son port et après on verra que Napoléon va aussi s'en occuper. Louis XIV fait construire le fort et il fait construire les 2 digues qu'on va voir tout à l'heure et qui existent toujours. Mais Louis XIV, quand il trouve Ambleteuse, il découvre sur place des fortifications qui existent déjà. Donc des fortifications, on dirait des fortifications à la Vauban, vous allez me dire, c'est des citadelles enterrées avec 5 bastions et un fort avec 4 bastions. Or, c'est pas du tout Vauban qui invente la fortification comme on croit, c'est les Italiens 100 ans avant et les Anglais. Et ici, parce que vous avez 2 types de fortifications, vous avez les tours médiévales qui sont très hautes, du haut de la tour, on tire à l'arbalète, à l'arc, où on balance de l'huile, de la poix, de l'huile bouillante et des cailloux sur les gens qui veulent s'approcher. Quand arrive l'artillerie, avec les canons, il suffit de tirer à boulet dans les tours et les tours s'effondrent. Du coup, on va abandonner les fortifications en hauteur et on s'enterre. Et ça, ceux qui inventent ça, c'est des Italiens, la trace italienne, et des Anglais. Alors pourquoi les Anglais à Ambleteuse? C'est que Ambleteuse va, pendant tout le XVIe siècle, va encore appartenir aux Anglais. Quand on dit que Jeanne d'Arc a bouté les Anglais hors de France, elle les a en fait chassés du domaine royal, elle les a chassés d'Aquitaine, mais le Nord-Pas-de-Calais appartient à la Bourgogne, à Charles Quint et aux Espagnols. Et le Nord-Pas-de-Calais ne sera français qu'au XVIIe siècle, avant c'est pas une région française, et le littoral ici, les Anglais, ils y sont toujours, ils ne sont pas partout. Donc, les Anglais construisent cette citadelle enterrée à 5 bastions, qui est la première citadelle de cette importance hors de l'Italie en Europe. Donc, ce qui se passe en Ambleteuse, dans l'histoire de la fortification, c'est hyper important. C'est très méconnu et c'est très important. On a là la première citadelle hors de l'Italie. Elle est ici, les Anglais n'ont pas besoin du port parce qu'ils ont Calais, donc ils ne s'occupent pas du port d'Ambleteuse, mais ils veulent empêcher les Français de remonter et de débarquer. Donc la citadelle sera finalement prise, elle est construite en 1540, 1542, elle sera prise en 1549 par Henri de France, à force de répéter, depuis tout à l'heure, depuis ce matin, donc je finis. C'est Henri VIII, le roi d'Angleterre, et c'est Henri II, le roi de France. Le roi de France va prendre la citadelle d'Ambleteuse en 1549, et il prendra Calais qu'en 1558, 10 ans après. Il lui faut 10 ans pour faire 30 km. Et après, quand il aura pris Calais, Ardres et Guînes, le pays sera entièrement français ici, et le littoral restera français définitivement, jusque maintenant, avec l'interruption de la guerre des Allemands. Voilà, donc à peu près l'histoire la grande histoire du village d'Ambleteuse. Ambleteuse est une des villes du littoral qui a le plus important passé historique avec Montreuil, Boulogne, plus que Calais et plus que d'autres villes. Ambleteuse, c'est vraiment une cité qui est dans l'histoire depuis, qui a une charte au XIIIe siècle, vraiment une ville qui est dans l'histoire depuis toujours. Donc on va passer sur la maquette là-bas. N'hésitez pas à me couper s'il y a des choses que vous voulez que je précise. Donc ici, le camp de Boulogne, 1804, Napoléon. Napoléon a la même idée que Louis XIV, il veut envahir l'Angleterre. Napoléon, il voit comme Louis XIV ce grand estuaire qui est très vaste, et il se dit, je vais y faire un port de guerre, comme Louis XIV. Louis XIV voulait faire. Louis XIV, on a une carte ancienne qui dit, quand ce port auquel on travaille sera achevé, il sera le plus beau et le plus sûr d'Europe.
Louis XIV, comme Napoléon, comme Jules César, ont oublié une chose que leurs géographes ne leur ont pas dit, parce que ce n'étaient pas des marins certainement, c'est que le port d'Angleterre est orienté sud-ouest. Boulogne, les autres ports sont orientés vers le nord, Angleterre est orienté sud-ouest. Or, le vent dominant est sud-ouest. Donc, il est impossible de manœuvrer des bateaux. Il y a des vagues, des courants, du sable. En plus, la rivière n'a pas beaucoup de débit. Et en plus, c'est des ports qui ne sont pleins qu'à marée haute. C'est-à-dire 3/4 d'heure dans une journée et 3/4 d'heure dans la nuit. Et ça change tous les jours. Donc c'est extrêmement compliqué de mettre des bateaux de guerre dans des ports pareils. Et il n'y a pas moyen de mettre des écluses pour faire des ports à marée et pour entrer et sortir. Donc les deux projets vont capoter. Mais Napoléon, il nous complique la vie parce qu'il creuse ce canal rectiligne, il abandonne le méandre naturel, il creuse ce canal dont l'écluse n'est pas assez profonde, si bien qu'elle bloque les eaux et que les prairies derrière sont toujours inondées, et que ça perturbe le fonctionnement de l'estuaire qui s'ensable encore plus. Tant et si bien qu'au XIXe siècle, à la fin du XIXe et en 1900, on urbanise Angleterre. Donc on va construire des tennis, ça c'est l'ancien bassin de Louis XIV, vous voyez, qui est déjà comblé, que Napoléon va combler, la dune a grandi, tout est rétréci, le méandre est abandonné. En 1900, on crée des tennis dans le bassin de Louis XIV, on urbanise toute la rive nord, on crée un parc aux huîtres ici parce qu'on exploitait les huîtres et les homards, on les mettait à s'affiner dans le mélange d'eau douce et d'eau salée avant de les expédier et de les vendre sur le marché français. Et il y avait un restaurant très réputé. Mais tout ça, ça contribue à réduire le volume de l'estuaire. Donc l'estuaire devient de plus en plus petit. Avec pour conséquence principale qu'un estuaire, ça fonctionne comme une chasse d'eau. Ça se remplit tout doucement pendant toute la marée montante et ça se vide brutalement. Quand ça se vide, ça emmène les sables et les galets que le vent ou la mer ont apportés. C'est exactement comme la chasse d'eau qu'il y a chez vous. Votre réservoir se remplit pendant 10 minutes ou 5 minutes. Quand vous tirez, tout s'évacue. Quand le réservoir est mal rempli, il reste des choses dans la cuvette. On a tous eu le pépin un jour ou l'autre. Donc, on peut appeler un plombier, on peut réparer soi-même, sauf qu'ici, il n'y a pas de plombier pour réparer ça. Donc maintenant, l'estuaire, on y a mis un égout dans les années 50, on a fait des tas de travaux, on a mis des déblais un peu partout, il y a eu des décharges sauvages de crons et de gravats, si bien que l'estuaire maintenant est complètement ensablé, qu'il ne fonctionne plus et que l'effet de chasse ne marche plus. Si bien que l'estuaire est en train de mourir, là maintenant on peut s'y promener, on voit qu'il y a de l'herbe, des arbousiers, des dunes, des morceaux de dunes. Moi j'ai connu l'estuaire plein d'eau, à chaque marée on faisait du bateau, il était plein d'eau, c'était extraordinaire. Donc c'est une catastrophe sur le plan paysager, parce que là vous avez un paysage exceptionnel, vous avez un monument qui est unique en son genre, entouré d'eau normalement, enfin maintenant il est entouré d'eau, mais avec derrière un estuaire plein d'eau. Vous avez des dunes qui ont échappé de l'urbanisation, parce qu'en 72, il y avait un projet de faire un front de mer comme à Ardelot, tout en béton, comme sur la côte belge, tout jusque Vimereux. On voulait urbaniser tout le secteur. Donc ça a été classé, en site classé et acheté par le Conservatoire littoral. Donc vous avez ce paysage qui est unique sur le littoral du Nord-Pas-de-Calais et probablement dans l'Europe du Nord-Ouest. Il n'y a plus de paysage de cette envergure-là, qui fait penser immanquablement au Mont-Saint-Michel. C'est le même cas de figure que le Mont-Saint-Michel, un monument, un estuaire en voie d'ensablement et un paysage de dunes. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est patrimonial, parce que le fort n'est compréhensible qu'avec l'estuaire. Le fort est créé à cause du port. Si le fort existe, c'est parce qu'il y a la possibilité de faire un port. À partir du moment où derrière, vous n'avez plus que de l'herbe, des arbres et de la dune, et que le fort est tout seul sur la plage, il perd son sens. Le fort, les digues, tout ça, ça perd son sens. Et la troisième catastrophe, c'est écologique, parce qu'un estuaire, c'est les milieux les plus riches. L'estuaire, par le jeu compliqué de la montée des eaux, du mélange d'eau douce et d'eau salée, avec des niveaux différents suivant les grandes et les petites marées, c'est extrêmement complexe. On a des biotopes et des associations végétales et de plancton très complexes. C'est là que les poissons se reproduisent dans des estuaires. On dit que les estuaires nourrissent la mer. Or, on n'a plus d'estuaire. Il reste la Somme, l'Autil, la Canche. Boulogne, c'est un port. Le Vimereux, c'est un canal. Il reste Ambleteuse, mais qui ne fonctionne plus. Et après, il faut aller aux Zouïnes, à la frontière belgo-hollandaise, pour trouver un estuaire. En Belgique, il n'y a plus d'estuaire non plus. Et donc, c'est une catastrophe écologique de très grande importance. Donc, nous, on milite depuis 50 ans pour qu'on restaure l'estuaire de la Slack,
qu'on lui redonne son volume, pas jusqu'aux maisons, évidemment, les maisons elles sont des remblais solides maintenant, qu'on refasse fonctionner l'estuaire, si qu'on enlève le parc aux huîtres, qu'on enlève tout ce qui dérange, et qu'une fois qu'il va fonctionner, il va se remettre naturellement à marcher et à évacuer lui-même ses propres déblais. Mais malgré les changements climatiques, avec les montées des marées plus grandes, ça non, parce que je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. En fait, ce que j'expliquais maintenant, on le verra quand on va monter sur le mur, les galets arrivent poussés par les... Quand la mer monte, le courant porte au nord. Donc les galets arrivent de Normandie, et c'est la dérive littorale, ils remontent tout le long du littoral et ils vont jusqu'au Danemark. Tout ça, ça a été mesuré, on le sait. Les galets se déplacent, ils font plusieurs centaines de mètres par jour à chaque marée. Sauf qu'ici, ils sont bloqués par le fort. Comme il n'y a plus d'effet de chasse, avant, la chasse les renvoyait à la marée descendante, les galets reprenaient leur route. Maintenant, ils ne reprennent plus leur route, ils sont stockés ici. Donc, malgré le recul du trait de côte, ils sont stockés là. Et le trait de côte, par contre, recule très fort derrière le fort. Ici, vous verrez, il y a un blocos qui est tombé, il y a un recul très fort. Donc ça s'appelle un poulier, et ça s'appelle un musoir. Donc le musoir est en érosion très forte. Un jour ou l'autre, les maisons vont tomber. Ça, on le sait. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais un jour ou l'autre, elles vont partir. Et par contre, ici, ça pousse. Et si on laisse faire, là, la rivière va se déplacer de plus en plus jusqu'au moment où on se débrouillera pour passer comme ça. Et tout ça, ça va se combler. Et la dune qui est là va grandir jusque-là. Et il y aura un massif de dunes. En fait, avec une rivière qui se démerdera pour passer comme elle peut. D'accord, ça va être une dune du coup qui va être... Oui, ça va être de la dune, de l'ajonc. Il y a déjà des ajoncs, il y a déjà des rosiers sauvages. Parce que les gens qui ont des rosiers dans leur jardin, les rosiers, ça se cavale, ça se sauve, et après ça se sème dans la nature, et ça fait ce qu'on appelle des échappées de jardin. Donc au printemps, il y a plein de rosiers, plus ou moins sauvages. Il y a des ajoncs, il y a des orties en grande quantité. Donc toutes des plantes qui indiquent qu'on est en friche. Alors le problème, c'est que là-dedans, vous avez des plantes rares qui sont installées, des plantes de dunes, et que les écologistes terrestres protègent ces plantes. Elles sont protégées par Natura 2000. Donc il y a une discussion entre nous qui disons qu'il faut remettre l'estuaire et remettre un milieu marin, et ceux qui disent bah non, c'est un milieu terrestre maintenant, il faut le sauver et laisser faire de la nature. Et quand ils me disent qu'il faut laisser faire de la nature, je dis laissons faire. Dans 20 ans on reviendra, moi je ne serai plus là, mais dans 20 ans on va revenir et on va voir ce que c'est. Il n'y aura plus de nature, il n'y aura plus qu'une friche. Et puis un jour ou l'autre, quelqu'un mettra des moutons en disant qu'il faut entretenir ça avec des moutons. Mais à mon avis, là, pour protéger les maisons, ils vont certainement faire comme à Sanguin. Là, il n'y a rien à faire. Rien à faire, il n'y a rien à faire. Ah non, parce que là c'est à la fois la mer qui ronge et c'est à la fois les sources qui sont en dessous. Et ça, c'est du remblai de Napoléon, donc c'est du sable, des cailloux. Géologiquement, ça n'a aucune consistance. C'est même pas de la dune, c'est des maisons construites sur du sable, sur du remblai. Et comme c'est bourré de sources, les sources le sucent par en dessous. Les sources le sucent par en dessous. Le problème de la digue de Lissan, la digue d'Antotos qui s'effondre tout le temps, c'est pas la mer qui fait tomber la digue, c'est les sources qui creusent derrière. Et quand c'est bien creux, il suffit d'une vague pour que ça tombe. Ouais, voilà, et les digues, elles explosent littéralement parce que derrière, il n'y a plus rien. Toutes les sources, tout ça, c'est rempli de sources. C'est rempli d'eau, c'est plein de nappes phréatiques qui coulent. C'est-à-dire quand vous vous baladez, vous allez au Grand Jeu, vous allez au Grinet, il y a des sources. Il y a des sources plein de falaises. Donc ici, c'est plein de sources tout du long, et les sources, elles emmènent le sable. Ouais, ça s'effrite avec le fracas des vagues. Et donc après ça tombe. Voilà, on va dehors. La terrasse basse d'artillerie construite par Vauban 10 ans après la tour, avec donc ici vous voyez un sol qui est fait de cailloux posés verticalement, ça s'appelle un hérisson, et c'est rempli de béton de chaux, c'est posé dans la chaux et ça ne bouge pas. C'est un midi, c'est des cailloux ronds, on appelle ça des caillades, en fait ici c'est particulière de construction. Donc en 70, quand les monuments historiques décident de reconstruire le rempart, ils choisissent de reconstruire le rempart à la façon, c'est un peu vieux du duc, ils choisissent l'esprit de Louis XIV. Donc ils retrouvent des traces de créneaux, on réinvente complètement des créneaux, on recrée des créneaux,
et on ne réinvente pas, surtout un état qui n'a peut-être jamais existé. Parce que là, les créneaux, on n'a pas vraiment de preuves, on a des traces archéologiques. Ouais, mais c'est pas sûr que c'était à ce C'est pas moment-là. sûr. Et le dernier état connu du fort, c'était le bunker et un rempart plein. Donc voilà, ça c'est le choix qui a été fait. Le choix qui nous pose des problèmes parce que les pierres choisies sont tellement pourries qu'elles n'ont pas résisté. 50 ans après, il faut recommencer le travail. Du coup, ça aurait été peut-être même mieux de garder le bunker carrément. Ils auraient bien fait de garder à part pour visiter la terrasse. Ouais. Nous, ça nous arrange, mais bon. Mais le bunker était architecturalement intéressant. Ouais. Vous êtes sage, hein, vous restez à côté. Donc voilà l'estuaire. Vous avez votre gauche l'estuaire. Vous voyez les galets qui l'ont fermé complètement maintenant. Avec toute sable qui est accumulée derrière. Il faut imaginer ça 5 mètres plus bas, avec là la mer qui rentre dans l'estuaire et du sable comme dans la baie de la Somme, la baie de la Canche, la baie d'Audy, des grandes étendues de sable et des vasières, des plantes spécifiques. Or maintenant, c'est une espèce de lande dans laquelle le fleuve circule comme il veut. Quand la mer monte, ça se remplit. C'est une très grande marée et on peut un peu l'eau. Chut, j'ai dit chut. Un fleuve très faible. Donc c'est un estuaire qui est uniquement mort. Il n'a plus de fonction. Il n'a plus sa grande fonction du rôle. Vous avez ici les techniques de l'eau qui sont faites de pieux verticaux en bois sur lesquels étaient entrelacés des branchages pour faire un fascinage. Un fascinage, c'est un terme romain qui désigne des branchages qu'on met pour protéger un port de rivière et qui a donné en patois d'angleteuse des fachènes. Donc les angleteusois ont adopté le mot des ingénieurs militaires et le mot est resté. Localement, on appelle ça des fachènes. C'est rigolo, le mot technique qui est devenu un mot local. Et vous voyez que la digue venait jusqu'ici, avec une pierre blanche alignée là, dans l'axe, la digue tournait et elle venait jusqu'au fond. Vous pouvez accéder l'Yvonne sur les digues. Donc ça c'était l'entrée du port, là où il y a le char à voile à peu près. Il faut donc imaginer un estuaire vert. Et là-bas il y a des petits bouts de bois qui dépassent dans l'eau, c'est des pieux de Napoléon. Donc Napoléon avait pris des estacades en bois. D'accord. C'est beau bien ici, ouais. Au niveau du béton là. Et là on voit que le rocher a été exploité pour faire dans le fort, on a exploité le rocher en carrière. Les forts, les digues, on a exploité le rocher. Voilà, on va depuis la tour de ce côté-ci. On va aller à l'intérieur. Ça c'est un bunker allemand. Bunker allemand, ouais, c'est. Alors, moi je l'ai connu, il y avait là-dessus, les débris sont à l'intérieur, il y avait une tourelle de char Renault de la guerre 14. Ah ouais. Donc les Allemands avaient récupéré sur leur Tobruk, ils mettaient. Donc la tourelle de char Renault, c'est un dôme blindé très très épais, il est à l'intérieur, et avec en dessous un espèce d'octogone avec des petits volets qui s'ouvraient comme ça. Alors tout ça c'est tombé, la roue il l'a bouffé. Ouais. Mais mon rêve c'est de reconstituer ça en résine et de redonner l'aspect qu'il y avait Ouais, l'aspect après la sortie de la guerre. Bon, ça on a d'autres travaux à payer avant. Ça ne doit pas être très cher, mais bon. On a quand même d'autres. Comme on a toutes les pièces à l'intérieur, on peut le reconstituer facilement. Les tourelles de char Renault, il y en a un peu partout de la guerre. Hein. Ouais. C'est connu.
descente ici. Et ça, c'est le canon. Ah ouais, il y a encore le canon et tout. Ouais. Les monuments historiques ont fait sauter quand ils ont cassé le bunker. Donc ici, c'est le seul endroit où on peut encore avoir une idée de la grande salle telle qu'elle était à l'origine. À l'origine, il n'y avait ici qu'une seule salle, la photo est là, avec cette voûte qui reposait sur le poteau central. Et les Allemands l'ont coupé en deux avec la dalle. Donc il n'est pas question de toucher à la dalle. Le trou qu'on voit ici, qu'ils ont Voilà. Alors le bunker qu'on vient de voir, il est là. Là, c'est l'observatoire allemand. Et là, c'est le petit bunker dont on vient d'aller sur ce plan. Et donc ça, c'était le gros bunker qui était ici. Et ça, c'est celui qu'on va aller voir après. D'accord. Donc la dalle, on pourrait pas, si on commence à la taper dessus au marteau-piqueur, tout le fort va s'écrouler. Ah ouais. C'est plus possible. Allez-y, allez-y. Enfin, les enfants. Moi, je me trouve dangereux. Doucement, allez garçons, Ouais. faites doucement. C'est super. Magnifique. Ah, ça, c'est un obus, ça. Ils ont vu l'obus. Ils ont vu le gros obus. Ils ont dit, ah, c'est quoi? Ah oui. Ah, je montre pas tout. Mais les gosses, ça va. Ils voient tout. Alors, ici, vous êtes dans la salle, la voûte annulaire. Donc, la voûte annulaire en forme d'anneau, elle fait donc le tour du poteau. C'est une prouesse architecturale parce que vous voyez que la salle est ronde de ce côté-là, c'est la tour. Et elle est plate là-bas, c'est la façade arrière. Donc, il n'y a pas un profil qui soit pareil dans cette voûte. On travaille de géomètre, pour dessiner ça, c'est extrêmement compliqué. En plus, quand ils ont fait la voûte, on fait ça avec des 5 en bois, avec tous les 5 en bois, et chacun une forme. Vous savez, c'est marrant quand on voit comme ça, on croirait que c'est naturel. Comment? On croirait que c'est naturel, ça a été fait naturellement. Alors, ce qui paraît naturel, c'est les stalactites. Les stalactites, oui, c'est. Parce que ça, c'est notre grand problème. En fait, la dalle qui est au-dessus fuit, Ah. l'eau traverse la maçonnerie, l'eau dissout la chaux des maçonneries, et si on ne fait rien, tôt ou tard, ça va s'effondrer, parce qu'il n'y aura plus de chaux dans les joints. Donc là c'est un très gros problème, et ça, on va le traiter. C'est le chantier qu'on va faire en septembre. En septembre, on ferme le fort, on refait toutes les étanchéités, parce qu'on va monter après au-dessus, vous allez comprendre par au-dessus pourquoi. Et on refait toute l'étanchéité de cette pièce. Et ça va faire depuis très longtemps, parce qu'il y a des stalactites qui sont très vieilles. Mais ça fuit. Mais là, en ce moment, maintenant, c'est catastrophique. Maintenant, il y en a des fraîches et des Ah ouais, il y en a des bien grandes. Hein. Donc il faut absolument qu'on traite ce problème. C'est beau, hein? Ouais, c'est vrai que c'est. Bon, on ne les touchera pas, on va les laisser. Hein. On va les laisser, mais on va empêcher qu'ils s'enforment des nouvelles. Ça fait beau que... Ouais. Alors, vous voyez des anneaux métalliques, là, ici, au-dessus de vous, là-bas, dans le coin. C'était des anneaux qui servaient à manipuler les canons qui étaient en dessous. On mettait des palans, des chaînes, Ouais, des monter, cordes, et on manipulait les pièces artillériques. On va faire le tour du poteau. Les bateaux. Alors, ici, Ouais. Stalactite et stalagmite. Stalactite. alors ici, vous avez la cheminée des canons. Donc c'est la cheminée qui permettait d'évacuer, dit-on, la fumée des canons qui se trouvaient en dessous, quand il n'y a pas de dalle, parce qu'il n'y avait qu'une seule pièce, je le rappelle. Donc la fumée s'évacuait par là. On pense qu'il n'y a jamais eu beaucoup de canons dans la pièce, parce que vous entendez déjà le bruit que ça fait quand je parle. Imaginez qu'on tire au canon, les types ils pouvaient changer d'oreille. C'est sûr. Il y a un écho Ils devaient phénoménal. être sourds immédiatement. Et en plus, la fumée, ça devait être irrespirable. Donc c'est pour ça qu'on fait très rapidement le rempart à l'extérieur et qu'on met les canons dehors, parce qu'il est vraisemblable qu'ici, on n'a jamais fait faire qu'un entrepôt dans cette pièce, parce que c'est pas possible, les tympans explosaient. Ah ouais, si vous tirez 2 canons ici, les types devenaient sourds. Le deuxième fonction, c'est de monter des chambres des charges par là, c'est un puits de service en fait, d'aération, pied de service. On mettait un treuil ici au-dessus, une chaîne avec 3 pieds, et on descendait avec des palans, on montait, parce qu'il n'y a pas d'accès dans les escaliers à la terrasse du dessus pour mettre du matériel, des pièces d'artillerie. Donc c'est vraisemblablement ça. Et cette salle ici devait servir de poudrière et de stockage. Ouais.
Regardez la margelle basse, c'est-à-dire les pierres qui sont toutes en bas ici. Il n'y en a pas une qui a la même forme. Elles sont toutes avec un dessin extrêmement soigné, parce que tout le problème est de faire couper un cylindre vertical par un cylindre horizontal. Donc là ici, c'est pas un cercle, c'est une espèce d'ellipse très complexe, et toutes les pierres ont une taille différente. Et en plus, les pierres qui remontent dans le puits, elles sont taillées de manière différente pour pouvoir attraper l'horizontale, parce qu'après, les tas de pierres sont à l'horizontale. Donc on passe d'une structure ronde en dessous comme ça à une structure horizontale. Et cet art de travailler la pierre, de dessiner la pierre et d'agencer la pierre, ça s'appelle la stéréotomie. Donc c'est connu dans les cathédrales partout. Ce qui est remarquable, c'est qu'ici, dans un monument qui n'est jamais qu'un blocos, parce que pour Vauban, le fort d'Angleterre, c'est pas une cathédrale, c'est pas fait pour durer, c'est fait pour répondre à un besoin immédiat. Et eux, ils n'avaient pas la notion de patrimoine comme nous. Mais c'est remarquablement dessiné. Et c'est remarquablement dessiné parce qu'il n'y a pas d'autre solution que de faire comme ça. Donc c'est forcément, il fallait que ça soit bien fait pour que ça tienne. Maintenant, on va monter tout en haut et on va passer dans l'épaisseur du mur. L'escalier est construit dans l'épaisseur du mur, on monte dans le mur. Et je vais vous montrer les petits détails. Comme on n'est pas nombreux, je vais vous montrer tout au passage. Allez, suivez-moi. Suivez-moi. Alors ici, regardez un petit détail d'architecture, la petite voûte à 4 arêtes, parce que là, il faut que cette voûte-là croise cette voûte-là. Donc il y a ce petit travail d'architecture un peu compliqué. Enfin compliqué, il y a ça dans toutes les églises. Ouais, bon. Mais là aussi, toutes les pierres sont taillées soigneusement pour faire ce dessin. Et on est dans un bâtiment militaire sans aucun souci esthétique. Hein. Là, c'est le premier palier par où on montait par une échelle. Regarde, le dessin est là. On montait par une échelle. C'est qu'il venait de la porte là et montait. Ouais. Ah, c'est sûr, il fallait pas tomber. Ouais. Donc ici, on est sur la terrasse sommitale, c'est le sommet du fort. On était il y a 5 minutes dans la salle du dessous, les stalactites. Vous voyez d'où viennent les problèmes, c'est cette dalle ici qui est complètement fissurée. Il n'y a plus de joint au goudron, il n'y a plus rien. C'est un béton allemand qui doit être très poreux. Et ici, les trous qui sont là, alignés, c'est la foudre qui en novembre 2015 est venue percuter et a cherché des fers à béton qui sont en dessous, elle a explosé le béton. C'est deux fois, ouais. Deux fois chose. Donc ici, on va faire une étanchéité multicouche. Sur cette étanchéité, on mettra un plancher en bois imputrescible. Comme ça permettra de gens qui ne sont pas assez grands pour pouvoir au-dessus. On va refaire entièrement le mur ici, les parapets, parce que l'eau s'infiltre aussi dans les maçonneries. Tout ça étanche, et tout ça, on va soigner vraiment le problème de structure du fort. Ça, c'est le chantier qui demeure en septembre. En 2010, on a fait cette voiture. Dans les petits chantiers qu'on fait, on a dû payer un marathonnaire. Ça n'a pas été suffisant, mais on a déjà été foudroyé. Quand la foudre tombe, toute l'électricité explose. Donc, une fois, on a dû refaire l'électricité du haut en bas du bâtiment. La foudre, il n'y a pas de marathonnaire, la foudre a touché un câble. Le cuivre se transforme en boulette. Oh. Ah, c'est...
vous avez l'enduit. On a vu par en dessous. Tout à l'heure, on a vu le puits triangle par au-dessus. Là, on va enlever cette véranda qui est très inélégante qu'on avait mis provisoirement pour empêcher l'eau de tomber et la pluie. Et on va mettre une grande dalle en verre. Donc on verra On verra bien mieux. Ah ouais, ça va faire mieux. Par au-dessus, par en dessous, on saura voir le puits. Très très bien. Ça va transformer tout l'étage du fort. Bah, déjà, comme ça, quand on s'imagine pas que c'est comme ça ici. Et là, on voit plus l'Angleterre. Ce matin, on voyait l'Angleterre. Ah oui, mais là, le plancher va être monté. Le plancher va arriver au niveau des seuils, donc on va gagner 20 cm. Même alors d'aujourd'hui, si vous mettez un parpaing. Ouais, mais on a peur que les gens grimpent sur le mur et fassent les Ah enlever. ouais. Il y en a qui montent sur les murs, ils savent courir là-dessus. Ouais, c'est sûr. Moi, je surveille pas mes enfants en 2 minutes, ils sont. Ah ouais, c'est. Un Ah ouais. parpaing, c'est pas haut. Rien que pour nous, on fait déjà. Ouais, pour tout ce qui est adulte, ouais, pour voir. Moi je dis toujours, pas dans le plancher, quand les gens détaillent normales comme l'eau, on verra. Exactement. Et là, on a du mal à C'est vrai que c'est pas pareil. Allez, départ ici. C'est pas la vision que j'ai quand j'ai fait prise de drone l'année dernière. Parce que je suis passé l'année dernière Ah oui, venu et j'ai survolé Ah avec oui. mon drone et j'ai fait une vidéo sur YouTube en parlant Ah oui. du fort. Ouais. Alors là, il y a le poste d'observation allemand. Oui, vous pouvez aller, oui. Il y a la table d'orientation. On va aller voir aussi. Tu peux passer. D'accord. Ah bah là on le voit beaucoup mieux le puits. Ouais, c'est super. Ah ouais. Par contre, un jour il y a quelqu'un qui va se prendre cette planche en bois sur la tête. Ah oui, là, oui. Parce que les pigeons et tout, s'ils vont dessus, il y a quelqu'un qui passe, pouf, sur ce jet. Sur ce jet, oui. Allez, on va visiter la dernière pièce. C'est bon, on voit beaucoup mieux. Alors là, il y a New York. C'est pas écrit New York? Sud-ouest. Ah oui, il y a toute une fresque. Ah, c'est super. Nord-ouest. Wow, c'est beau. Hein. Et c'est qui a posé cette fresque? Ça, c'est mon père qui faisait ça en céramique. Il savait tout faire. Tous les dessins qu'il y a dans le fort, c'est lui. C'était un dessinateur extraordinaire. C'est magnifique. Mais c'était pas du tout son métier. C'est une passion. Ouais, il dessinait d'une manière fabuleuse. C'est magnifique. Ouais. Ça représente quoi? Ça représente le. Pardon. Super. Allez, Honte. on peut passer par là aussi, c'est pareil. Ouais, hop. Ça, je suis le premier rang. Ah ouais, après, il y a tout le passage par là. Là, un petit coup d'œil sur la baie de la Slack. Ça s'appelle une Les meurtrière. blocs de béton qui sont là. Alors là, il y a un bunker allemand qui montre que la mer recule, que l'arrivage recule. Et là, les blocs de béton, c'est un promoteur qui voulait urbaniser derrière et qui a construit une digue en béton sans autorisation. Ah oui. Et la mer, elle l'a reprise sans autorisation non plus. Et les cailloux, c'est la mairie d'Angleterre qu'ils avaient mis un jour, c'est vraiment pas beau du tout. Oui.
belle cheminée. Alors ici, Il y a des meurtrières partout. Hein. ah oui. C'est hallucinant. Allez, Michael. Chut, chut, Donc chut. ici, vous avez la petite maison du sommet du fort. Cette petite maison, elle est d'origine. On nous demande souvent, est-ce que la maison est d'origine? Parce que tout le monde croit qu'elle peut être détruite à coups de boulet. Non, elle risque rien parce que les seuls qui peuvent tirer sur la maison, c'est les bateaux. Les bateaux de guerre, les canons sont sur le côté. Donc il faut qu'ils se mettent parallèles au rivage pour tirer. Donc il faut qu'ils s'arrêtent, qu'ils se mettent parallèles au rivage, qu'ils mettent en panne parce que s'ils avancent, ça ne va pas, et qu'ils ajustent leur tir. Un bateau, ça roule tout le temps. Donc pour ajuster un tir, c'est très difficile. Tandis que le type qui est ici dans le fort et qui a son canon, il a tout le temps qu'il faut, lui, pour viser le bateau et pour l'exploser. Donc le fort ne risquait absolument rien. Vu de la mer, il ne risquait rien. Donc ici, c'est des pièces qui ont été habitées. Donc vous avez la cheminée, vous avez différentes choses. On dit que c'était des logements d'officiers au départ. Et ici, vous avez un puits mystérieux parce qu'on ne sait pas où il va. Et il descend à l'intérieur de la maçonnerie. Il y a très certainement au fond une citerne. Parce que le seul moyen d'avoir de l'eau au fort, c'est une citerne. Il n'y a pas de puits, il n'y a pas de source, il n'y a rien en dessous du fort. C'est la mer. Donc ce puits descend, on ne sait pas où. Donc on est en train d'explorer avec des spéléologues. Par les toitures, c'est une citerne. C'est une citerne, donc on récupérait l'eau des toitures. Alors soit c'est une colonne d'eau, parce que ça existait des puits, des citernes qui étaient verticales, donc on remplit la citerne jusqu'en haut et après on puise. Soit il y a une citerne tout en dessous et on ne sait pas. Donc là, il y a Et l'eau, elle est propre ou ça? Pour l'instant, je ne vous conseillerais pas de l'avoir. Non, mais vous savez regarder quand même. Ah non, on ne sait pas les boucher. Ah, les bouches. Donc on a envoyé un spéléologue et là on va explorer Ah oui, pour voir. d'accord. Non, pour l'instant on n'en sait rien, on ne sait pas où elle est. Il faudrait C'est qu'on- peut-être un truc mystérieux. Hein, C'est un truc mystérieux. Donc il faut qu'on aille aux archives à Vincennes. Et Du coup, il y a peut-être un puits d'eau douce en dessous. Ah non, du il fort. n'y a pas de source en dessous, c'est Il y a pas pas de possible. source. Ah non, c'est la mer en dessous. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. En dessous, c'est la mer. Oui, mais comme tout à l'heure, vous parliez de l'eau. Ah non, il y a des sources tout le long ici. Oui, mais qui vous dit qu'il n'y en a pas une qui arrive? Non, ah non, on ne peut pas passer en dessous et remonter. Non, Non. non, ça c'est. Non, la mer fait le tour du fort de toute façon. Donc, non. Ouais. Le seul moyen, c'est un puits. C'est un citerne. Il faut qu'on la trouve. Voilà. Mais il fait meilleur ici, hein, c'est hallucinant. C'est bon, Ah ça oui, c'est super bon ici. Ça va les jeunes? C'était pas trop long? T'as pas de questions à poser? Non, bon, ben voilà. Bon, ben voilà, il n'y a plus que. Je vais refaire le début de la visite. Ah, c'est super. Magnifique. Je pensais que c'était des impacts dans le carreau, mais non, c'est des plumes. Ouais. Ah, on aurait dit des impacts. Mais ça c'est des meurtriers, c'est par là où ils tiraient. Avec les petits fusils. Avec leurs fusils, avec leur... Ouais, ils tirent là. Avant, c'était avec des flèches. Dans la cour, l'explication du début. Magnifique. Doucement, Mickaël. Ouais, Mickaël, tu attends maman? Tu attends maman. Attends. Je vais me mettre là, hop, comme ça, si tu tombes, tu me tombes dessus. Doucement. Je tombe pas non plus. C'était elle est en forme, donc elle est d'accord. Ça fait comme le corps. Tu vas voir du côté large? Attends. Ça se descend en Mickaël. Attends. Ah, du coup, ça c'est en train. Alors, on porte. Si tu descends pas aussi. Wow, ils ont Venir. Venir. Oh, mais tu peux le tirer si elle est beaucoup. Et ici, il était
c'est une meurtrière aussi, là. Mais ils ont mis une fenêtre, c'est juste pour... Ouais, ils se mettaient comme ça et ils tiraient. Il y a bloqué tout. Attention, attention, touche à rien. Laisse t'attendre, tu attends maman. Ah ouais, ça c'est... Ouais, c'est une meurtrière. Ouais, pour faire un bain. Ça c'est un beau canon. Et l'obus. Hop. Photo de l'obus. C'est une balle, mais encore plus grande. Oh là, c'est une grosse balle. Et ça appartenait... Ça... C'est un obus allemand? C'est un obus allemand, hein? Je pense que c'est un obus qui a été volé par les Allemands à la marine française. D'accord. Si je ne me trompe pas. Ouais, récupéré. Ouais, récupéré, ouais. Par Boulton de la côte française. Ah, purée, c'est bon. L'image de Ouais. Ah, les autres, ils ont été jetés à la ferme. Achetés. Ah non, achetés. Ah, ils ont été achetés, je pense pas que c'était... Contre vent et marée. Non, j'ai fort en Bluetooth, contre vent et marée. Oui, ça va pas.